Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le nouveau bilan culture du mois de septembre. C'est le mois de ma rentrée, j'ai repris mes études, je suis hyper contente parce que du coup je vais beaucoup au cinéma et je vais beaucoup au théâtre. Du coup on va commencer tout de suite. La première chose dont je vais vous parler ce sont les films, notamment des films que j'avais vus un peu à la fin de l'été et dont j'avais pas eu le temps de vous parler. Le premier c'est Nomadland qui a gagné les Oscars, réalisé par Chloé Zhao, qui est son deuxième long métrage, après The Rider dont je vous avais déjà parlé parce que c'est un film que j'avais beaucoup apprécié. Ici dans Nomadland on est sur l'histoire d'une femme veuve qui vit dans une caravane et qui fait des petits boulots d'intérim à travers les États-Unis toute l'année pour survivre. Elle est quand même dans une situation très précaire. Du coup, ça vient non seulement faire un portrait d'une catégorie sociale des États-Unis, mais en plus de ça, ça raconte un peu la vie nomade. Et c'est un truc que j'aime beaucoup parce que j'ai eu l'habitude petite de voyager en combi aussi avec mes parents un peu dans ce système-là. Alors évidemment, c'était des vacances et c'était un luxe qu'on pouvait s'offrir, même si on avait choisi de vivre avec le moins possible. Et que là, dans la situation de l'histoire, c'est pas vraiment un choix mais un peu une obligation. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est ce que ça transmet de cette idée du voyage comme ça, de la vie nomade comme ça, des relations qui s'y créent et d'une atmosphère et d'une humanité particulière. J'ai beaucoup aimé avoir un personnage féminin d'une cinquantaine d'années aussi beau, assumé, affirmé. Je trouve qu'on n'a pas assez de personnages de femmes comme ça. J'ai aimé les relations d'amitié qu'elle entretenait et le fait que ça ne montre finalement que des personnages de cette tranche d'âge-là. Après, sur l'aspect esthétique, Chloé Zhao, elle est brillante, elle utilise vraiment tous les atouts des paysages et des lumières magnifiques des États-Unis. Donc on a des plans sublimes sur les déserts, sur les montagnes, sur les lumières du soir. S'il faut que je fasse un reproche au film parce qu'il est pas parfait, c'est que justement il a peut-être il est un petit peu lisse, un petit peu trop parfait, trop réussi, trop de beaux plans contemplatifs qui participent à apprécier l'ambiance, et qu'il y a peut-être, ça manque un petit peu de brutalité ou un petit peu de trucs un poil ratés ou décalés qui nous permettraient peut-être d'être plus proches de cette réalité qui est pas si limpide, douce, fluide et facile. Mais j'ai adoré la performance de l'actrice et j'ai aimé aussi le traitement de la relation amoureuse quand l'autre n'est plus. Donc toute cette question autour du deuil et de vivre après. Donc en vrai, c'est vraiment un film que j'ai beaucoup aimé et que je vous conseille vivement. J'ai vu Fragile de Emma Benestan qui ici raconte une histoire d'amour entre des jeunes gens sur fond de paysages de Sète, donc quelque chose qui pourrait avoir absolument tout pour me plaire. Seulement ici, il y a la question qui vient se poser de la classe sociale, puisqu'on a un jeune homme qui est amoureux d'une fille qui fait du cinéma, pas du cinéma, de la télé, et du coup qui commence à devenir une actrice et qui vient pas du même milieu qu'elle et qui le quitte, et du coup lui va être face à sa déception et sa rupture amoureuse et va retrouver le courage avec ses potes. C'est un film qui est plutôt joyeux, qui est plutôt rigolo, qui est un peu un entre-deux du cinéma d'auteur français et de la comédie. Du coup il lie bien les deux et c'est un truc qui pourrait me plaire par ses couleurs, par l'aspect très jeune, les scènes de danse, de fête et tout ça. Et en fait je crois que j'ai pas tant aimé que ça. La première partie, je trouvais que les acteurs lisaient vachement leurs textes et ça m'a un peu dérangée. Enfin, j'ai mis du temps à rentrer dedans. Après, c'était quand même plaisant, il y a des trucs assez jolis et chouettes, mais c'est pas un film qui m'a non plus transcendée. Et c'est drôle parce que je vois que beaucoup l'ont aimé, notamment sur les réseaux sociaux. Heureusement qu'il y a Oulaya Mamra, l'actrice, qui vient un peu sauver et relever un peu le film, parce que je pense que sans elle, ça aurait pas le même charisme du tout. Même si ces acteurs, ils sont mignons, ils sont jeunes, ils sont chill, je trouve que c'est pas assez poussé en tout cas. Ouais, un tout petit peu trop immature dans certains trucs, mais ça reste quand même un bon film, très agréable à regarder, avec des blagues un peu sympas et quand même quelques scènes très belles quand même, des scènes, ouais, il y a notamment une scène sur le ponton où ils dansent tous les deux, c'est hyper joli, c'est hyper esthétique. Si je commence déjà à oublier le film alors que je l'ai regardé il y a qu'un mois, c'est que c'était pas la panacée pour moi, quoi, voilà. Au cinéma, j'ai aussi vu Serre-moi fort, le dernier film de Mathieu Amalric, qui je crois était en sélection officielle à Cannes cette année, qui est porté par Vicky Krieps, une actrice que j'adore vraiment. Je pense que ça va devenir une de mes actrices préférées de l'année, enfin du temps à venir, parce qu'elle jouait aussi dans Bergman Island, dont j'avais parlé dans le bilan de Cannes, et que je la trouve vraiment très entière, belle et très bonne actrice. Je peux pas trop vous raconter l'histoire parce que c'est très compliqué à expliquer, mais on a l'impression que c'est une femme qui s'en va de chez elle et qui laisse
son mari et ses 2 enfants. Je dis qu'on a l'impression parce que vraiment sur le scénario on a une construction qui est assez exceptionnelle dans l'écriture parce qu'on va sur plusieurs temps, sur plusieurs temporalités et que vraiment le spectateur est amené à comprendre l'intrigue au cours du film. C'est pas énoncé à un point à un point A et elle va arriver à un point B, au contraire c'est vraiment on est plongé dans l'intrigue et on comprend petit à petit ce qu'il en est vraiment du récit. J'ai trouvé ça très fort parce que c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de voir au cinéma et ça m'a beaucoup plu d'être un peu perdue pour ensuite retrouver des points d'ancrage et reconstituer moi-même en fait l'ampleur de cette histoire-là qui est assez bouleversante. Vraiment je l'ai beaucoup aimé, j'ai aimé le cadre de la montagne aussi, le décor du refuge, ça c'est des trucs que j'ai aimé. Elle, je l'ai adorée dans toute sa performance. C'est un cinéma qui est vraiment très poétique, très sensible et vraiment pour moi c'est une réussite ce film. En tout cas il m'a pas du tout laissé indifférente et je me rappelle vraiment d'une émotion genre là quand je suis sortie de la salle et c'est ce que je recherche quand je vais au cinéma. Après c'est dur, c'est un peu sombre d'une certaine manière même sur les images. Moi c'est pas particulièrement une photographie qui me plaît mais elle convient complètement au travail d'Amalric. Enfin faut s'attendre à vivre un truc qui prend aux tripes et c'est ce que j'aime et c'est porté par des acteurs exceptionnels donc je vous recommande très fortement Serre-moi fort. J'ai découvert au cinéma le travail de Dominique Cabrera, qui est une réalisatrice dont je ne connaissais absolument rien, si ce n'est Corniche Kennedy, un film dont je ne vous ai jamais parlé sur cette chaîne, qui pourtant me plaît beaucoup, et j'ai découvert l'intégralité de sa filmographie, voilà, merci la fac, notamment parce que avec Dominique Cabrera, elle est passée par du documentaire beaucoup, et puis ensuite elle a fait de la fiction, et donc j'ai regardé et ses documentaires et sa fiction. Pour ce qui est de la fiction, je vais juste vous parler du Lait de la tendresse humaine. C'est un film qui raconte l'histoire d'une femme qui vient d'accoucher de son 3e enfant et qui est épuisée et qui du coup part et va passer 3 jours chez sa Wajdine cachée sans prévenir ni mari ni enfant. Et c'est trop beau, je trouve que ce sujet est tellement d'actualité alors que c'est un film qui a été fait il y a déjà 20 ans quasiment. Je trouve qu'il y a encore une fois une performance d'une actrice super, un vrai regard d'une réalisatrice pour retranscrire toutes les sensations de ce personnage-là dans ce qu'elle vit au quotidien. En même temps, tous les personnages secondaires sont pas si secondaires que ça et ont vraiment tous leur trajectoire et leur vie et on n'est pas dans de la caricature et on est dans du sensible. En fait, j'adore tout le travail de Dominique maintenant, je suis un peu fan inconditionnel. Je trouve que on se ressemble beaucoup dans les sujets qui... On se ressemble... Est-ce que c'est prétentieux de dire ça? En tout cas, les sujets dont elle parle me touchent particulièrement, sa manière de les traiter aussi. C'est un cinéma qui est simple, qui est brut, qui est réaliste, qui est vraiment sensible et intime et ça me plaît vraiment énormément. Si vous êtes intéressé par les sujets de la charge mentale, du féminisme et d'avoir des beaux personnages masculins aussi, ça c'est hyper important, ça m'a énormément plu. Et à la suite de ça, j'ai découvert son travail documentaire autobiographique à travers notamment 2 films, Demain et après-demain, qui est un journal filmé de 9 mois de l'année 95 où elle s'est filmée tous les jours, ce qui m'a beaucoup fait penser au format du vlog et ce que j'ai trouvé excessivement intéressant. Alors bon là en l'occurrence c'est vraiment un film, c'était produit par Lina donc il lui payait les cassettes et ça rentrait dans le cadre d'un projet cinématographique donc ce serait vraiment ridicule de comparer ça à un vlog mais dans cette idée de partage de l'intimité qui est une question que je me pose énormément notamment à travers cette chaîne YouTube, enfin vraiment là je me suis rencontrée à l'endroit où ok si Dominique racontait ces choses là avec de la pudeur mais en même temps avec un lâcher prise total de ce qu'elle montre de sa vie privée, ça m'a beaucoup rassurée, ça m'a énormément plu et en l'occurrence dans ce journal intime elle raconte l'histoire avec son amant, son fils de 10 ans, sa dépression, sa boulimie et comment elle traverse les mois. Elle parle aussi de son engagement politique, enfin c'est une mine d'or pour la rencontre d'un être humain et c'est tellement beau et sincère, c'est vraiment un cinéma qui me parle que j'avais rarement vu un réalisateur se confier, se livrer autant avec autant de sincérité et ça m'a beaucoup plu. Et les partages d'intimes c'est vraiment ce qui me touche particulièrement alors quand c'est de la vraie vie, de l'autobiographie comme ça c'est encore plus génial, en tout cas moi j'aime beaucoup. Et elle a fait un autre documentaire en 2013 qui s'appelle Grandir et ici elle revient sur 10 ans d'images d'archives. Elle avait commencé en fait à filmer le mariage de son frère à Boston et en fait elle a poursuivi le film pendant 10 ans où elle a filmé sa famille pour essayer de comprendre ses origines puisque elle est née en Algérie, revenue en France, elle fait partie d'une fratrie de 4, ils ont eu des enfants à leur tour, sa mère, on ne sait pas qui est la mère de sa mère justement et donc elle va aussi mener une enquête à ce sujet avec sa sœur. Enfin
pareil, là on est sur une chronique d'une famille sur 10 ans, c'est tellement ce que j'aime aussi, enfin ça vient tellement en écho avec le travail que je suis en train de faire sur ma grand-mère et sur mon histoire aussi familiale et comment j'aime filmer mon entourage et retranscrire ça, ce truc de soi quoi, que j'ai pu faire un peu ici de temps en temps. Enfin, c'est un travail de cinéaste quoi, donc c'est pas je vous balance mon intime, c'est j'ai construit quelque chose et je vous le donne à voir avec un regard de cinéaste, avec un récit de cinéaste, avec un point de vue et avec une envie de transmettre quelque chose et c'est vraiment bien fait. Donc c'était vraiment une merveilleuse découverte que la découverte du travail de Dominique Cabrera que je vous invite à voir si ce n'est pas déjà fait. Et il y a notamment un ouvrage qui est paru récemment qui s'appelle L'intime et le politique, des entretiens avec des gens avec qui elle a bossé, enfin bref, ça réunit un peu tout son travail en un bouquin. Puis je pense aussi que c'est la première fois que je lis un livre comme ça. Je suis cinéphile et j'ai le désir de devenir cinéaste, mais je ne suis pas du tout intéressée par l'histoire du cinéma, malheureusement c'est un goût qui est arrivé vraiment sur le tard et c'est la première fois que je m'intéresse à ce genre d'ouvrage là autour d'un réalisateur, en l'occurrence d'une réalisatrice, et ça m'a beaucoup plu. Donc si vous avez aussi des grands réalisateurs à me faire découvrir à travers toute leur filmographie qui est un travail complet et tout ça, bah n'hésitez pas, ça me ferait mon plaisir. Alors que vous regarderez ce bilan culture, le film est sorti et je l'ai vu en avant-première au MK de Beaubourg. Il s'agit du film Julie en 12 chapitres de Joachim Trier qui a eu le prix de l'interprétation féminine à Cannes cette année. Ici on est sur la chronique sur le personnage de Julie principalement, qui est une jeune femme de 30 ans qui est un peu en galère pour trouver qui elle est et pour s'affirmer dans la vie, dans ses choix. On va la suivre dans ses interrogations dans la vie, quand elle est avec les hommes avec qui elle aime et face au b.a.-ba même du truc de quand tu ressens une émotion, qu'est-ce que t'en fais ? Est-ce que tu prends ce chemin-là ou est-ce que tu prends ce chemin-là ? Et comment tu gères la vie, enfin je sais pas l'exprimer autrement que ça. C'est un film qui m'a bouleversée parce que je me suis reconnue dans Julie à un point, c'était un peu violent tellement c'était intense et similaire les scènes que j'ai pu vivre comme elle. Je pense notamment à la scène de la teuf où elle rencontre quelqu'un, à la scène du date au petit matin sur le banc, à la scène de la rupture, mais mon dieu, mais cette scène, enfin bon bref, j'ai eu l'impression de partager énormément de choses avec Julie, ce qui était excessivement bizarre comme rapport au personnage, de se reconnaître autant là-dedans. Le titre en anglais c'est The Worst Person of the World, un truc comme ça, ou la pire personne en tout cas. Je trouve que ce titre donne vraiment quelque chose de plus au film, parce que c'est vrai qu'on la voit et que cette jeune femme elle est compliquée à suivre et qu'elle est pas toute lisse et limpide et qu'elle a de quoi être détestable, désirable, enviable, enfin elle est pas si parfaite du tout, et de le voir de mon point de vue de spectatrice dans un personnage qui était si similaire à ce que je peux être parfois, ça m'a fait un truc tellement bizarre de me voir de l'extérieur, d'un autre point de vue, et de me trouver assez agaçante. Enfin, c'était pas moi, c'était le personnage, mais vous comprenez un peu le système. C'est un film qui est super dur parce que ça part de l'amour, de la fin des histoires d'amour, de la maladie, de la perte. Mais c'est tellement ma came, tout. L'image, elle est étourdissante, enfin, elle est trop forte. Ah si, il y a un truc qui m'a déplu de ouf. La dernière séquence, elle m'a rendu marteau, genre elle était nulle à chier, j'aurais préféré que ça s'arrête avant. Donc dans ma tête, j'imagine que le film s'arrête à l'avant-dernière séquence, parce que la dernière séquence, elle est genre dramatique, nulle à chier, ça gâche limite tout le film. J'étais hyper en colère quand je suis sortie de la salle, parce que vraiment, cette fin, elle m'a pas plu du tout. Je l'ai trouvée expéditive, gratos, elle disait rien, en tout cas pas en profondeur, c'était... Elle rajoutait un peu du cliché qu'on n'avait pas nécessairement eu plus tôt dans le film, donc j'ai pas du tout aimé cette fin, mais tout le reste, enfin... J'ai adoré. Et là où je suis agréablement surprise, c'est que ce soit l'œil d'un réalisateur qui soit capable de donner ce regard-là sur un vécu et un ressenti de femme avec de la nuance tant dans ce personnage de femme justement que dans les personnages masculins qui sont en face. Il y a sûrement des critiques et je serais ravie d'entendre les vôtres, mais pour moi ça a tellement été une expérience étrange de se reconnaître comme ça que je suis pas... Enfin, j'ai pas peut-être le recul nécessaire pour analyser le film correctement et vous le conseiller avec de l'objectivité.
Mais j'aimerais beaucoup le revoir, donc voilà. Et le dernier film dont je vais vous parler, c'est un documentaire cette fois-ci qui s'appelle Madame. Ce documentaire, il va retracer l'histoire de Frédéric, qui comprend sur le tard qu'il est homosexuel et qui du coup nie ça pendant 20 ans avant de l'assumer pleinement. Et c'est un film qui est destiné à sa grand-mère, puisqu'il avait une relation très forte avec sa grand-mère, et du coup ça commence sur ça, sur sa relation avec sa grand-mère, et c'est entrecoupé des coups de téléphone avec elle et de l'évolution de sa relation avec elle et de comment il va faire pour assumer auprès d'elle, puisqu'ils viennent d'une famille bourgeoise de droite en Suisse. C'est un documentaire qui est très réussi, qui se tient de bout en bout. La relation avec la grand-mère est super belle, la construction qu'à partir d'archives est quand même vraiment bien jouée. On s'attache bien au personnage, on suit vraiment tout son cheminement dans comment faire pour assumer le fait d'être homosexuel et ce qu'on est. C'est un vrai partage d'expérience qui permet de se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre quand on vit pas forcément ça nous, et ça fait du bien, ça rend plus empathique et ça permet de comprendre ce que ça peut faire. Mais j'ai trouvé ça un poil trop lisse et trop cadré parfaitement. Encore une fois, j'en parlais pour Nomadland, mais ça manquait peut-être un peu d'une rature. C'est un très bon documentaire aussi que je vous recommande vivement. Maintenant on va passer au théâtre. En spectacle en tout cas, j'ai vu Meilleure Vie, le seul en scène de Lisa Bloom que je suivais sur Instagram, je ne sais pas par quel hasard, mais je suivais cette femme sur Instagram et je trouvais qu'on connectait sur plein de choses et sur la manière d'envisager un peu la vie, et donc elle a fait un seul en scène qui passe à la Nouvelle Scène justement tous les mardis soirs à 19h30. C'est 1h15 où elle parle de la vie, de l'amour, des échecs, des failles, de la vulnérabilité et de comment vivre pleinement sa vie et comment c'est impossible de contrôler et qu'en fait il faut juste lâcher prise. Et c'est trop bien, enfin, c'est encore une fois un spectacle qui me ressemble tellement, où je me suis reconnue dans tellement chacune des phrases prononcées lors de ce spectacle. Ça fait tellement du bien de moins se sentir seule et de savoir que notre sensibilité et notre humanité, elle est pas, pas unique, mais qu'en tout cas, ouais, on n'est pas toute seule dans ce marasme de la société qui est hyper écrasant et qui fait ultra flipper. Devenir adulte, ça fait ultra flipper. Engendrer des enfants, trouver un mec, trouver un taf qui soit passionnant, ça fait ultra flipper. Et elle fait déculpabiliser de tout ça en disant lâcher prise, kiffer, ça va aller. Et c'est un peu l'attitude que j'ai adoptée depuis quelques années. Et ça fait du bien de trouver quelqu'un qui s'aligne en fait avec nous comme ça. J'ai l'impression que c'est un alignement d'âme où j'étais en mode ouais, en fait t'as tout compris, j'ai tout compris, on est trop contente de ce mode de vie qui est pas celui qui est compris et apprécié de tous, parce que c'est un peu le mode de vie freestyle, mais nous on kiffe dans le fond et on vit la meilleure vie. Et c'était vraiment trop bien, et j'ai adoré tout un passage notamment sur le couple hétérosexuel et comment trouver l'amour de sa vie. Elle a dit un truc tellement juste. Un jour, en gros, j'ai envie de me marier avec le prince charmant qui soit blindé de fric et qui m'entretienne, mais le lendemain, j'ai envie d'être la femme la plus libre au monde et d'être indépendante et hyper forte et chef de mon propre bateau. Et c'est la contradiction face à laquelle je suis tous les putains de jours. Vraiment, je continue sans cesse à répéter j'ai hâte de trouver un mari riche, mais ça va pas la tête. C'était vraiment un joli cadeau que je vous invite à vous offrir, parce que ça fait du bien et qu'on a besoin de plus de discours comme ça, déculpabilisants, qui... Oh, il y a mon voisin qui vient de me voir en train de me filmer. D'entendre ces mots-là, que c'était très sincère, très intime, c'était un beau cadeau et que il faut s'autoriser ça. Voilà. J'adore la femme qu'est Lisa, je vous mets ses réseaux sociaux et le spectacle en barre d'infos. J'ai vu au théâtre à la Scala le dernier spectacle de Michalik, Une histoire d'amour. C'est l'histoire d'un couple lesbien qui tombe amoureux et qui décide d'avoir un enfant. Est-ce que je vous raconte la suite ou pas? Non, sinon je risquerais de vous spoiler. Mais dans les personnages, il y a aussi le frère, il y a aussi comme intrigue la maladie, il y a comme intrigue la séparation et il y a comme intrigue la retrouvaille. J'ai pas nécessairement aimé l'aspect un peu telenovela du scénario, parce que on a vraiment des histoires un peu rocambolesques pendant tout le film et qu'à la fin on arrive vraiment sur un truc hyper dramatique, telenovela mort, surtout que tout ça se passe en 1h15, donc tu fais des montagnes russes comme ça, et c'était un peu trop poussé pour moi, un peu too much. Mais au-delà de ça,
Ça c'est en plus un avis très très personnel, hein. C'est quand même une histoire qui tient la route et qui est super chouette et qu'il y a vraiment beaucoup d'enjeux scénaristiques, donc c'est hyper intéressant. Mais au-delà de ça, sur l'aspect de la mise en scène, on est en fait sur une seule scène et ils font bouger les décors devant nous non-stop en faisant glisser un canapé et tout ça machin. Et ça c'était mais trop chouette parce que du coup c'est un spectacle où aucun rideau se baisse jamais, c'est hyper fluide, tu vois tout ce truc bouger devant tes yeux et ça participe en fait de l'histoire et du rythme de ce spectacle et ça j'ai beaucoup aimé ça, j'ai trouvé que c'était quand même vachement fort de réussir à positionner et de rendre ça hyper fluide alors qu'on revient quand même sur 15 ans, c'est une histoire qui dure à peu près 15 ans, un truc comme ça dans son long. Et du coup ça m'a plu parce que c'était quand même un objet de théâtre encore une fois qui se tient, où on a un propos, où on a un engagement, un investissement de la part d'un réalisateur qui affirme un goût et une esthète de la scène de spectacle. Donc j'ai passé quand même un très bon moment, même si j'ai pas été bouleversée aux tripes, j'ai passé un très bon moment et c'était un chouette spectacle. Donc si vous en avez l'occasion et l'envie, n'hésitez pas. J'ai aussi vu au théâtre un dernier coup de ciseau, je crois que ça s'appelle comme ça, au théâtre des Mathurins, qui est une pièce qui existe depuis des années, qui est jouée depuis des années et qui est une pièce interactive, c'est-à-dire que le public participe à l'avancée du spectacle. Ici on est dans un salon de coiffure dans lequel il y a un meurtre et il va falloir trouver qui est le meurtrier du huis clos. En fait c'était un jeu et c'était hyper chouette et il y avait des blagues super et les interprètes étaient trop cool, enfin vraiment on a senti une trop bonne ambiance et ça se prenait pas la tête et c'était pas prétentieux et c'était juste un super bon moment. Vraiment j'ai trop kiffé ma soirée. Si vous êtes un peu déprimé, si vous savez pas quoi faire, tout est un peu grisou en ce moment et que ça va pas, mais allez voir cette pièce, franchement c'est hyper drôle, vraiment. Et ce que j'adore c'est que chaque soirée sera unique puisque c'est en interaction avec le public justement. C'est le public aussi qui constitue l'envolée ou pas du spectacle et qui va réagir dans les blagues et qui va permettre aux acteurs de rebondir sur telle ou telle phrase et tout. Donc franchement c'est super, j'avais jamais fait ce genre de spectacle, j'ai beaucoup aimé, c'était très drôle et très joyeux comme moment, donc je vous recommande aussi si vous êtes un peu dans le dur et que juste vous avez envie de vivre une expérience de théâtre un peu différente, un peu à côté, un peu chouette, pas prétentieuse pour un sou, mais très efficace. J'ai aussi vu On purge bébé, qui est un vaudeville qui passe à l'atelier. Là, c'était un peu moins ma came, on va dire. C'était un peu plus un théâtre classique, un peu un vaudeville quoi. Donc les gens sont déguisés, ça parle fort. L'histoire était un peu une histoire caca pipi, bizarrement. Donc c'est pas la pièce que je vous recommanderais le plus pour le coup quand je veux du théâtre qui soit drôle et classique et bien écrit, je préfère aller à la Comédie Française parce que je trouve que ça a quand même beaucoup plus de gueule. Est-ce que c'est prétentieux de dire ça? Je sais pas. J'ai passé un bon moment, mais c'était un peu cher pour ce que c'était, j'ai trouvé quand même. Et le dernier spectacle que j'ai vu, c'était aux Ateliers de Paris, et là c'était les Talents Adami de cette année, donc c'est 8 jeunes qui ont été choisis par un metteur en scène dont je mets le nom ici, pour faire une pièce de théâtre. En fait il les a interviewés, il a pris leur vécu, il a écrit un texte et il fait parler ses acteurs d'eux-mêmes et ils sont différents les uns des autres, ils n'ont pas du tout les mêmes vécus, ils viennent pas du même endroit et ils racontent pas la même chose. Il y a des choses que j'ai aimées, d'autres que j'ai pas aimées. Je commence par ce que j'ai pas aimé. J'ai pas aimé la prétention du metteur en scène qui utilise la matière des autres et en fait un spectacle écrit comme ça sans vraiment les mettre en scène, puisqu'en fait il les fait intervenir les uns après les autres pour raconter leur histoire et du coup on parle d'un ensemble et de comment les uns se répondent aux autres, mais en fait c'est jamais le cas. Genre ils ont une seule scène ensemble dans laquelle vraiment ils échangent et sinon il y a vraiment très peu d'interaction entre eux, ce qui est hyper dommage parce que je sens qu'il y avait un potentiel énorme à ça et que c'est le but même de se faire rencontrer des destins justement, plutôt que de juste le faire par la parole. Au théâtre, on a envie de les voir jouer ensemble et pas juste parler et rebondir les uns sur les autres. Il y a une seule séquence où ils sont tous ensemble qui est un peu esthétisée avec I Follow Rivers de Licky Lee où ils dansent, ça dure un peu longtemps, c'est beau, ça fait un peu cadre de cinéma, on sent quand même que oui, il y a des choses. Mais franchement, c'est tellement petit par rapport à l'ensemble du spectacle que ça reste anecdotique. Même dans sa temporalité, je trouve pas assez précis parce que c'est très long par rapport au reste. Les acteurs sont inégaux, mais je pense que ça joue aussi du fait de comment le metteur en scène
les a mis dans son récit. Donc ça je trouve ça dommage. En fait je trouve que le taf du metteur en scène n'est pas fait du tout, que c'est très dommage, qu'on aurait pu aller beaucoup plus loin et beaucoup mieux parce qu'on sent vraiment que eux ont des choses à dire, ont un potentiel, ont des vécus, ont des histoires et ont envie de le faire et de le jouer. Peut-être que je me trompe, hein, peut-être que c'était un super travail que les acteurs ont vécu avec lui, mais moi j'ai senti un peu ça, donc j'étais un peu gênée. Surtout qu'il y a un tutoiement tout le temps dans le texte. Tu te rappelles quand tu m'as dit ça le jour où tu m'as rencontré? Bizarre, pas fan de cette partie-là. En revanche, trop cool pour découvrir des jeunes talents, des jeunes acteurs qui jouent des personnages, enfin qui jouent quelque chose tout en jouant eux-mêmes, puisque c'est un texte qui a été écrit d'après le témoignage de leur vécu, ils jouent quand même eux-mêmes et ils racontent leur intime. Ça m'a plu en fait sur le jeu de la voix, je trouve que c'était vraiment un exercice de voix, puisqu'ils ne bougeaient pas, ils étaient hyper statiques, donc pareil, le corps là, comme ça, c'est trop dommage. Donc de très bons acteurs, enfin en tout cas des acteurs dont j'ai aimé le travail, pour une mise en scène qui était trop faible et trop pauvre. Et c'était pas, pour moi c'était pas de l'économie qui participe au récit, c'était plus de la branlette de la part du metteur en scène. Voilà. C'est comme ça que je l'ai vécu personnellement en tout cas. Voilà, et bah c'est tout. La dernière chose dont je vais vous parler, c'est un album que je saigne qui me sauve en ce moment. Il s'agit de Old Ideas de Leonard Cohen. Je dis qu'il me sauve mais c'est pas vrai, je vais super bien en ce moment. Enfin je suis quand même dans une dynamique hyper cool où j'apprécie tout ce que je fais tous les jours. Je travaille beaucoup mais je suis assez épanouie dans mon travail, dans ce que j'apprends et dans ce que je fais au quotidien, donc ça me sauve pas, je vais bien, on va pas se mentir, je vais bien en ce moment. Mais c'est un super album qui me fait du bien et qui m'accompagne sur ce mois-ci, qui me permet aussi un peu de poser les choses. Je vous invite à l'écouter, il est vraiment très beau et très puissant et il me fait du bien. On va s'arrêter là pour ce bilan culture et je reviendrai le mois prochain avec plein d'autres choses. J'espère que ça vous a plu, j'espère que je vous aurai donné envie de sortir, d'aller dans les salles de cinéma et surtout d'aller au théâtre, rencontrer des acteurs en chair et en os. Si vous avez des choses à me conseiller, surtout n'hésitez pas à le faire en commentaire, je serai ravie d'avoir vos avis sur vos derniers coups de cœur. J'ai aussi ouvert une page Discord sur laquelle on a plein de catégories et on peut échanger les uns avec les autres dans la communauté autour des podcasts, des films, des pièces de théâtre qu'on a vues, mais aussi sur d'autres sujets, que ce soit des conseils, des coups de main, enfin bref, de l'entraide. C'est vraiment le but du jeu, c'est de faire marcher un peu cette communauté plus et de vous entraider et de se rencontrer dans des intérêts communs sur cette plateforme là qui permet quand même de diviser les sujets par catégorie, ce qui est quand même vachement pratique si vous êtes intéressé par telle ou telle catégorie. Voilà. Donc si ça vous intéresse de nous rejoindre là-bas et de partager vos coups de cœur, faites-le avec grand plaisir. J'espère encore une fois que ce bilan culture vous aura plu. J'espère que vous avez passé une belle rentrée et que tout se passe bien dans ce nouveau début d'année qui est quand même un peu plus excitant, vivant et stimulant que celui de l'année dernière. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé celle-ci et je vous embrasse. Bisous!